Il y a cependant des fautes qui doivent nous trouver portés à l'indulgence. La corde ne rend pas toujours le son voulu par la main et par l'esprit. À qui demande une note grave, elle répond trop souvent par une note aiguë. Et l'arc ne portera pas toujours le coup dont il menace le but. Mais quand les beautés dominent dans un poème, je ne serai point choqué de quelques tâches que la négligence a laissé tomber çà et là, ou dont la nature humaine n'a pas su se garder. Qu'en conclure? Le copiste, qui bien qu'averti fait sans cesse la même faute en écrivant, ne trouve plus de grâce, et l'on rit d'un Citharède qui toujours se trompe sur la même corde. De même l'écrivain qui se relâche fréquemment devient pour moi ce Chérillus, que je m'étonne, en riant, de trouver bon 2 ou 3 fois, tandis que je suis fâché s'il arrive à l'excellent Homère de sommeiller. Mais il est permis, dans un long travail, de se laisser surprendre par le sommeil. Il en est d'une poésie comme d'une peinture. Telle, vue de près, captive davantage. Telle autre, vue de plus loin. L'une veut le demi-jour, l'autre la lumière, car elle ne redoute pas le regard perçant du critique. L'une a plu une fois, l'autre, si l'on y revient 10 fois, plaira encore. Aîné des jeunes gens, quoique la voix de ton père te forme au bien et que tu aies naturellement du sens, recueille pour t'en souvenir le précepte que voici. En de certaines matières, on admet à bon droit l'ordinaire et le passable. Un jurisconsulte, un avocat médiocre, sont loin, celui-ci du talent oratoire d'un Messala, celui-là du savoir d'un Aulus Casselius. Et pourtant, ils ont leur prix. Mais d'être médiocre, nul ne l'a jamais permis aux poètes, ni les hommes, ni les dieux, ni les piliers des libraires. Parmi les services d'une table délicate, une symphonie discordante, un parfum mal dilué et du pavot avec du miel de Sardaigne choquent, parce que le dîner pourrait suivre son cours sans ses accessoires. Ainsi de la poésie, née et inventée pour charmer les esprits, si elle s'écarte quelque peu du fait, elle descend jusqu'au plus bas degré. Qui ignore les jeux du champ de Mars n'en manie pas les armes. L'homme, inhabile à la balle, au disque, au cerceau, se tient en repos, de peur que le cercle pressé des spectateurs n'éclate de rire avec impunité. Et celui qui ne sait pas modeler les vers ose pourtant en faire. Pourquoi pas? Il est libre, et n'est tel. Par-dessus tout, il est inscrit comme possédant le sang équestre, et il est exempt de tout blâme. Mais toi, tu ne diras rien, tu ne feras rien en dépit de Minerve. Ton goût, ta raison m'en répondent. Cependant, tout ce que tu pourras, quelque jour, écrire, soumets-le aux oreilles du critique Messius, à celles de ton père, aux miennes, et garde-le 8 ans chez toi, tenant bien enfermées les feuilles du parchemin. Tu pourras toujours détruire ce que tu n'auras pas publié, mais le mot lâché ne saurait revenir. Les hommes vivaient dans les bois quand un personnage sacré, un interprète des dieux, Orphée, les détourna du meurtre et d'une nourriture infâme. Et voilà pourquoi l'on a dit qu'ils domptaient les tigres et les lions féroces. Et d'Amphion aussi, fondateur de la ville de Thèbes, on a dit qu'il remuait les pierres au son de la lyre, et par la douceur caressante de sa prière, les conduisait où il voulait. Telle était autrefois la sagesse. Distinguer l'intérêt public de l'intérêt privé, le sacré du profane.
faire cesser les unions vagabondes, fixer un droit pour le mariage, bâtir des places, graver des lois sur le chêne. C'est ainsi que la gloire, ainsi que le nom de divin, furent acquis aux poètes inspirés et à leurs chants. Après eux brilla Homère, et par ses vers, Tyrté anima au combat de Mars les mâles courages. C'est en vers que les oracles furent rendus. Le chemin de la vie fut montré, la faveur des rois sollicitée sur les rythmes piériens. On inventa les jeux scéniques, des lassements après les longs travaux. Qu'on n'aille donc pas rougir de la muse adroite à manier la lyre, ni d'Apollon musicien. Est-ce la nature qui fait les poèmes dignes d'éloge? Est-ce l'art? On se l'est demandé. Pour moi, je ne vois pas à quoi servirait le travail sans une riche veine, ou le génie à l'état brut, tellement ils réclament l'un de l'autre un mutuel secours, et conspirent dans une amicale union. L'homme, ambitieux d'atteindre à la course la borne souhaitée, a beaucoup supporté, a fait beaucoup dès l'enfance. Il a sué, il a eu froid, il s'est gardé de Vénus et du vin. Le musicien qui joue de la flûte au concours pythique a étudié d'abord, il a tremblé sous un maître. Aujourd'hui, il suffit de dire « Je fais, moi, des poèmes admirables, que la Galle prenne le dernier. » Pour moi, ce serait une honte d'être laissé en arrière et d'avouer que véritablement, je ne sais point ce que je n'ai pas appris. Comme le crieur qui fait accourir la foule autour des marchandises à vendre, le poète invite les flatteurs à venir au gain quand il est riche en terre, riche en écus, placé à intérêt. Si avec cela, il est homme à servir comme il faut un repas succulent, à cautionner le pauvre sans crédit et à l'arracher des mailles d'un funeste procès, je serais surpris s'il peut, en ce bonheur extrême, distinguer le faux ami de l'ami véritable. Pour toi, si tu as fait ou te disposes à faire quelque présent à quelqu'un, ne va pas mettre cet homme encore plein de sa joie devant des vers de ta façon. À coup sûr il s'écriera « Bon, très bien, parfait !» À tel passage, il pâlira, ou même, de ses yeux complaisants, les larmes tomberont comme une rosée. Il bondira, il frappera la terre du pied. Les gens qu'on loue pour pleurer aux funérailles ne sont pas loin d'en dire et d'en faire plus que ceux dont la douleur a sa source dans l'âme. De même, celui qui au fond se moque montre plus d'émotion que l'approbateur sincère. Les rois, dit-on, harcèlent de coupes sans nombre et soumettent à la torture du vin l'homme qu'ils ont à cœur de pénétrer pour voir s'il est digne de leur amitié. Si tu fais des vers, jamais tu ne seras dupe des sentiments que recouvre la peau du renard. Lisait-on quelque chose à Quintilius? Corrige-moi ceci, s'il te plaît, disait-il, ou encore ceci. Si l'on répondait qu'on ne pouvait faire mieux, que 2 ou 3 fois on avait essayé vainement, il invitait à détruire et à remettre sur l'enclume les vers mal tournés. Si l'on aimait mieux défendre l'endroit faible que d'y rien changer, il ne disait plus mot et ne prenait pas une peine inutile pour empêcher l'auteur de s'aimer seul sans avoir de rivaux.